À 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin David Bénichou, vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Et quelle responsabilité d'être un juge antiterroriste aujourd'hui. Bonjour David Bénichou. On va préciser tout de suite que les enquêtes sur les attaques du 13 novembre sont encore entre les mains du parquet. Ni vous, ni vos collègues n'en ont encore été saisis, donc pour l'instant. Vous qui avez écrit un livre sur le djihadisme, David Bénichou, est-ce que vous avez été surpris du carnage réussi par les terroristes le 13 novembre à Paris ? Tout le monde a été saisi sur l'instant, mais personne n'a véritablement été surpris, car c'est quelque chose auquel nous nous attendions malheureusement. Dans cette ampleur-là, avec ce mode opératoire-là ? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'actions spectaculaires, d'actions coordonnées sur plusieurs endroits en même temps. Il y a même des exercices qui ont été faits pour se préparer à ce type d'attentat, parce qu'évidemment, c'était quelque chose de tout à fait prévisible. Votre ancien collègue Marc Trévidic répète que jusqu'à présent, c'est surtout la chance qui nous a sauvés, qui nous a permis d'éviter d'autres drames. C'est vrai, c'est le facteur chance qui a évité. On se souvient du Thalys, on sait que Mehdi Nemmouche a été arrêté presque par hasard après la tuerie du musée juif de Bruxelles. Sid Ahmed Glam, qui voulait attaquer une église à Villejuif, s'est tiré une balle dans le pied. Vous savez, c'est toute action terroriste qui est entravée, ça repose sur différents facteurs. Il y a une part de chance, il y a une part de compétence des services, il y a une part d'erreur de la part des malfaiteurs. Je dirais que c'est un petit peu vain d'essayer de savoir, au fond, pourquoi ça a marché. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour entraver le prochain attentat ? Et alors justement, là, on en vient aux questions qui se posent et qui sont légitimes sur peut-être des dysfonctionnements des services de renseignement, de la justice, de la police. Il faut tout mettre sur la table. Prenons le cas de Sami Amimour. C'est un des terroristes qui a attaqué le Bataclan. Il a été placé sous contrôle judiciaire en 2012 après avoir essayé de partir au Yémen. On lui prend ses papiers. Ensuite, il les récupère visiblement, semble-t-il. C'est pas très clair parce qu'un deuxième juge lui a rendu, alors que le premier les lui avait enlevés. D'abord, est-ce que vous savez si ça s'est passé comme ça ou pas ? Alors, je ne parlerai pas d'un cas en particulier. Par contre, je veux bien vous parler de la problématique qui est celle de l'exécution des mandats d'arrêt et des mandats de recherche. Parce que là, avec ces papiers, on précise qu'il est reparti en Syrie en 2013. Alors, voilà. Je vais vous parler justement de la problématique des mandats d'arrêt. Comment ça se passe ? C'est quand quelqu'un est frappé par un mandat d'arrêt, généralement, évidemment, corrélativement, il a normalement plus ses papiers. Après, ça fonctionne comme la criminalité classique. Vous pouvez vous procurer d'autres papiers, des faux papiers. Vous pouvez aussi circuler par des endroits où il n'y aura pas de contrôle. Et la vraie question, c'est celle de l'existence de contrôle. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous fait contrôler ? À part certains passages aux frontières. Donc il y a aussi une vraie question qui est celle de l'efficacité des contrôles dans notre espace européen. Vous ne parlez pas forcément aux frontières, vous parlez des contrôles dans la vie de tous les jours. Oui, parce que si vous faites juste des contrôles aux frontières, c'est un peu comme une coquille d'œuf. Une fois que vous passez la coquille, vous faites tout à l'intérieur de l'œuf. Voilà. Donc il y a juste un point dur à passer. Après, si on veut un peu plus d'efficacité pour l'exécution de ces mandats, il faut que le citoyen européen admette la possibilité qu'il se fasse contrôler en tout point du territoire, de n'importe quel territoire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, un individu peut être placé sous contrôle judiciaire, donner l'impression de respecter scrupuleusement ce contrôle judiciaire et passer malgré tout entre les mailles du filet ? Oui, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, il y a des mesures techniques qui permettent de relativement freiner cela. C'est par exemple le bracelet électronique mobile. On peut astreindre une personne sous contrôle judiciaire à porter un bracelet électronique. Ça va donner à la justice une visibilité sur ses déplacements. Maintenant, la personne qui veut vraiment s'enfuir, elle va couper son bracelet, elle va prendre une voie très rapide et sortir de nos radars. Donc ça ne sera jamais une mesure ultime. La véritable mesure qui permet de s'assurer de quelqu'un, c'est la détention. De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui ? D'une agence de renseignement européenne que le Premier ministre italien appelait de ses voeux dès le mois de janvier d'ailleurs, Matteo Renzi. Alors, il y a une chose qui est sûre depuis 2001, les Américains s'en sont aperçus les premiers, c'est qu'un facteur clé dans la réussite de la lutte antiterroriste, c'est le partage de l'information. Toute information qui n'est pas partagée risque de conduire à des morts en sursis. Mais vous, au niveau de la justice, est-ce que vous partagez suffisamment vos informations avec les autres pays européens, par exemple aujourd'hui, concrètement ? Alors, au niveau de la justice, on partage des informations, mais au gré des affaires qui nécessitent une coopération bilatérale ou multilatérale. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination générale, organisée des services de renseignement. Par contre, les services de renseignement ont entre eux une excellente collaboration. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction, c'est-à-dire travailler en interagence avec des bases de données, des analyses et un temps très réduit entre
le recueil d'une information et une action. Et c'est pas le cas aujourd'hui parce que si on prend, on parle pas des cas individuels, mais si on prend le cas Abdeslam, Salah Abdeslam, on sait qu'il passe un contrôle de police à Courtrai en France et qu'il est poursuivi en Belgique et que les policiers français le savent pas, ça. Alors ça pose aussi une question qui est plus globale, c'est celle de la défiance qu'on a en Europe par rapport aux services de renseignement, par rapport aux fichiers, par rapport au partage d'informations sensibles. Vous savez que par exemple, il était prévu d'avoir un fichier de voyageurs aériens, le PNR, qui a été retoqué, je crois que c'était déjà en 2013 par le Parlement européen parce qu'on craignait une atteinte aux droits fondamentaux et une atteinte à la sécurité des données. Donc il va falloir aussi qu'on sorte de ce discours schizophrénique, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut au fond. Est-ce qu'on veut la sécurité ou est-ce qu'on veut protéger nos données personnelles ? Et protéger nos libertés. Aujourd'hui, dans l'état du pays aujourd'hui, de la menace terroriste, on ne peut pas cumuler les libertés telles qu'on les connaissait et l'impératif de sécurité. Je dirais que surtout, il ne faut pas inverser les choses. Ça n'a pas de sens de vouloir protéger les libertés individuelles, les libertés publiques, si on n'est pas capable de protéger la vie. Il faut d'abord protéger la vie, ensuite vous pouvez jouir de vos libertés. Donc ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. C'est peut-être là qu'on se trompe aujourd'hui. On ne sait plus très bien si votre ex-collègue fait une campagne de com ou si c'est le sauveur. Est-ce qu'il faut que Marc Trévidic, qui a une expérience incontestable en matière d'antiterrorisme, il a été en poste pendant 10 ans, qui a même vu passer certains des terroristes dont on parle en ce moment dans son cabinet, est-ce qu'il faut qu'il revienne vous aider au pôle antiterroriste ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, il y a toujours une petite question piège dans vos interviews. Je pense que si... Non, c'est une question que beaucoup se posent et lui le demande. Donc, Oui, mais je pense que si la solution au problème qu'on connaît aujourd'hui était de faire revenir quelqu'un, ça serait déjà fait. Ça serait trop simple de penser comme ça. Voilà. Déjà se pose la question de savoir si l'appareil judiciaire en soi est capable d'entraver le terrorisme. Personnellement, je pense que non. Non, parce qu'on est vraiment dans un travail de toute la puissance de l'État. Le judiciaire, c'est qu'une composante parmi d'autres. Qu'est-ce que fait le judiciaire ? Il arrête les gens sur notre territoire. Quand il les arrête avant l'action, c'est bien. Quand c'est après, c'est une triste justice qui ne fait compter que les morts. Donc le mieux, c'est quand même d'entraver avant l'action. Pour ça, on a bien sûr sur notre territoire la justice, mais on a à l'extérieur la défense. Vous êtes aussi pessimiste que tous ceux qu'on entend dire voilà, ça va recommencer, c'est inévitable, on ne sait pas où et quand, mais on sait que ça va arriver ? Bien sûr, parce que c'est évident que ça peut recommencer. Maintenant, pessimiste, ça ne veut pas dire être déprimé, s'avouer vaincu. Voilà, il faut le prendre tel que c'est un fléau contre lequel on va lutter, et voilà. Merci beaucoup David Bénichou d'être venu sur Europe 1 en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Merci et bonne journée à vous.